Bonjour à tous et bienvenue dans Passé Présent. Au sommaire de cette émission, les actualités de l'histoire, les expositions à voir ou à ne pas voir. Puis Philippe Conrad recevra Aubrey David Chappy pour nous parler de son dernier livre consacré à Anne de France. Et avant de retrouver Anne Sicard qui vous fera découvrir la surprenante Nadejda Dourova, je vous présenterai quelques ouvrages à lire. Place à l'actualité maintenant. Une capsule temporelle du néolithique. C'est ainsi que Gilles Leroy, du service régional d'archéologie des Hauts-de-France, qualifie la découverte qui vient d'être faite dans une forêt du Pas-de-Calais. La découverte d'un site fortifié du néolithique. Longtemps cachée par les profondeurs de sa forêt, cette découverte a été réalisée purement par hasard en 2019 à l'occasion d'une campagne d'imagerie LIDAR, qui est une technique de mesure des distances au laser menée pour préciser la topographie du sol forestier. Une enceinte fortifiée de 50 mètres de large, composée de plusieurs rangs de fossés et talus, percés d'entrée, forme un cercle d'environ 500 mètres de diamètre, au sein duquel ont déjà été retrouvés du mobilier, des silex taillés, des céramiques, des objets en grès, ainsi que de nombreux éléments de datation. Dans les médias, dans l'attente de sa protection au titre des monuments historiques pour le sanctuariser, l'ONF a déjà pris une série de mesures pour éviter toute dégradation du site liée à l'exploitation du bois. Toujours au néolithique, mais pour une découverte plus macabre, celle d'un charnier en Slovaquie, à une petite centaine de kilomètres de Bratislava, à proximité d'un gros lotissement de l'âge de pierre. Ce sont au minimum 35 squelettes, cadavres déversés à la hâte dans une fosse commune et qui ont tous la caractéristique d'avoir été décapités. Ce massacre, d'après les archéologues, daterait d'environ 5000 ans avant notre ère. Il s'agit d'hommes jeunes, présentant pour certains des traces de blessures. Les études post-fouilles devraient permettre d'en savoir plus. Mais ce qui est certain, c'est que la sédentarisation du néolithique a entraîné une plus grande violence entre les groupes humains dès qu'il s'agissait de défendre un territoire. Une saisie de drogue de l'Antiquité. C'est ainsi que nous pourrions qualifier la découverte faite en Israël dans des tombes cananéennes du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Des résidus d'opium retrouvés dans des vases sont la plus ancienne preuve d'utilisation de cette drogue dans le monde, a annoncé la semaine dernière l'autorité israélienne des Antiquités. Ces résidus d'opium étaient dilués, peut-être avec de l'eau ou du vin, et versés dans des vases fabriqués à Chypre et utilisés lors des rituels funéraires. Les archéologues pensent que l'opium a été utilisé pour un rituel. Cette drogue était sans doute destinée à solliciter l'âme du défunt par le biais d'un processus extatique et servait à aider ses proches à entrer en contact avec lui. Partons sous la mer maintenant, une mer froide, puisqu'il s'agit de la Baltique et les recherches qui s'y poursuivent sur un ancien vaisseau amiral du Danemark, le Grimshunden, c'est-à-dire le Griffon, coulé en 1495 et découvert il y a une cinquantaine d'années déjà. L'épave, qui fut le navire, le palais flottant même, pourrait-on dire, du roi Hans de Danemark, qui régna jusqu'en 1513, continue de livrer ses secrets lors d'une nouvelle campagne de fouilles. Les archéologues ont ainsi réussi à remonter des pièces d'artillerie, des armes et des composants importants du système qui permettaient de diriger le navire. Toutes les pièces découvertes sont scannées pour permettre de créer des modèles 3D de certaines structures et développer ainsi les premières reconstructions numériques du bateau. Autant d'avancées qui ont permis de confirmer que le Grimshunden n'était pas une embarcation comme les autres. Il constituait l'un des premiers navires de guerre spécialement construits pour transporter de l'artillerie. Les recherches y ont ainsi dénombré pas moins de 11 supports de canons, mais des arbalètes, des cottes de mailles et des armes de poing y ont aussi été retrouvées. Reste encore à déterminer le scénario exact du naufrage. Les excavations de l'année prochaine fourniront peut-être des indices sur la catastrophe. Restons en Scandinavie, avec l'attribution du prix Nobel de médecine à un savant suédois, Svante Pääbo, il me pardonnera la prononciation de son nom. Ce prix Nobel concerne l'histoire, puisque ce chercheur, installé en Allemagne, a été récompensé pour ses travaux sur l'évolution humaine et surtout le séquençage du génome de l'homme de Néandertal qui ont permis l'émergence d'une nouvelle discipline, la paléogénomique. En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les êtres humains vivants des hominidés disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques à saluer le jury. Grâce au séquençage d'un os retrouvé en Sibérie en 2008, le scientifique a permis de révéler l'existence d'un autre hominidé distinct et inconnu jusqu'alors, l'homme de Denisova, qui vivait dans l'actuelle Russie et en Asie.
C'est lui qui a également découvert, en 2009, qu'un transfert de gènes de l'ordre de 2% avait eu lieu entre des hominidés disparus, comme Néandertal ou Denisova, et l'Homo sapiens. Ce flux ancien de gènes vers l'homme actuel a une pertinence physiologique aujourd'hui, par exemple en affectant la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Passons maintenant aux expositions. Parlons argent. Pièce d'or plutôt, avec l'exposition du trésor de Beaurains. Alors qu'est-ce le trésor de Beaurains? Il s'agit d'un vaste ensemble de monnaies et médailles de la fin du IIIe siècle, découverts par hasard en 1922 sous les coups de pioche des ouvriers du chantier d'une briqueterie à Beaurains, au sud d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Ils ont mis au jour des centaines de pièces de monnaie, en or et en argent, des bijoux, des médaillons, le tout remontant à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle. Beaucoup ont été revendus, perdus, fondus. Le musée d'Arras en détient une partie et la Banque de France a acheté 5 médaillons en or en mars 2022. Les pièces du musée d'Arras et les médaillons sont aujourd'hui exposés à la Citéco, un lieu pédagogique consacré à l'économie qui assiège dans un magnifique et extravagant hôtel particulier néo-renaissance au cœur du 17e arrondissement de Paris, place Malesherbes. L'exposition, qui se tient dans la salle des coffres de ce qui fut une succursale de la Banque de France, présente notamment des médaillons commémoratifs honorifiques offerts à des généraux de l'Empire romain entre 294 et 305. Vous avez le temps, classé trésor national, le trésor de Beaurains est exposé pour au moins 3 ans. À Rueil-Malmaison, la ville de l'impératrice Joséphine, à l'atelier Grognard, l'exposition L'Empire de la mode propose de vous faire découvrir l'évolution et la richesse de la mode entre le Directoire et l'Empire à travers la présentation de plus de 80 costumes, tous authentiques, ainsi qu'une sélection de gravures de l'époque. Ces costumes, entièrement restaurés, sont présentés sur des mannequins qui furent réalisés sur mesure en fonction de ces vêtements. L'exposition se tient jusqu'au 8 janvier 2023. Amiens, la ville de Jules Verne, est une jolie cité qui mérite d'être visitée et de s'y promener en barque dans les ortillonnages, ces fameux jardins maraîchers sillonnés de canaux. Donc, si vos pas vous mènent dans la Somme, arrêtez-vous au musée de Picardie pour y admirer un ensemble de 6 peintures provenant de la chambre du roi du château de Versailles. Ce prêt exceptionnel et inédit vient à Amiens en échange de celui de la série des chasses exotiques pour l'exposition Louis XV, Goût et passion d'un roi dont je vous parlais la semaine dernière. L'occasion de découvrir ces toiles qui d'habitude sont exposées à 10 mètres du sol. De plus, elles viennent d'être restaurées. Il s'agit des 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean et Saint Marc, et le denier de César, les 5 peints par Valentin de Boulogne, et Agar et l'ange de Giovanni Lanfranco. C'est au musée de Picardie à Amiens, et ceci jusqu'au 26 février 2023. L'abbaye royale de Fontevraud est un lieu habité par le souvenir de l'histoire, par la figure titulaire de son fondateur, Robert d'Abrissel, par la reine Aliénor d'Aquitaine et son fils, Richard Cœur de Lion, dont les 2 magnifiques gisants trouvent place dans l'église, et par les 36 mères abbesses qui se sont succédées jusqu'à la Révolution. Chaque année, c'est un volet de l'histoire de cette abbaye millénaire qui est mise en valeur par une exposition patrimoniale. Après l'évolution des vitraux et l'histoire des Plantagenets, place cette année aux vêtements liturgiques avec l'exposition Au fil du sacré, une mode en soie, soie S-O-I-E. Le vestiaire liturgique est strictement réglementé par un ensemble de codes qui définissent l'identité, le statut ou la période liturgique, permettant ainsi aux fidèles de se repérer. Cette exposition permet au grand public de découvrir ce qu'est un vêtement liturgique, sa fonction, son évolution, en quoi il a marqué son temps, mais aussi de découvrir la beauté de ses pièces, découvrir les ateliers et le savoir-faire des moniales de Fontevraud, mais pas que, puisque des ouvrages de l'abbaye bénédictine de Saint-Wandrille et ses réalisations des années 1930 à 1950, inspirées de l'art déco, sont exposés. Plus près de nous, les ensembles de Jean-Charles de Castelbajac ou encore André Courrèges sont abordés pour montrer combien l'Église a pu également influencer la création contemporaine. Vous avez jusqu'au 30 janvier 2023 pour aller à Fontevraud découvrir ces merveilles. Pour finir, une exposition parfaitement dispensable, celle qui se tient au musée Carnavalet intitulée Parisienne citoyenne, sous-titrée Engagement pour l'émancipation des femmes de 1789 à 2000. Si la première partie présente un intérêt historique léger, dévoilant la lutte des femmes pour des causes qui nous paraissent justes et justifiées, comme le droit de vote ou une plus grande égalité sociale par l'éducation ou le travail, idée alors, notons-le, minoritaire dans le mouvement ouvrier français sous l'influence de Proudhon, très hostile au travail féminin, facteur selon lui, je cite, de dégénérescence de la race.
Après cette première partie, disons jusqu'en 1945, vous pouvez fuir l'expo car vous y apprendrez, mais je ne vous apprends rien, que finalement tout est de la faute au patriarcat et si possible bien sûr blanc et hétérosexuel. C'est dommage car Carnavalet est un joli musée sur l'histoire de la ville de Paris, mais vous pouvez toujours profiter de la collection permanente dont l'accès est d'ailleurs gratuit. Nous allons maintenant retrouver Philippe Conrad et son invité Aubrey David Chappy pour nous parler d'Anne de Beaujeu, dite Anne de France. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Aubrey David Chappy, qui est une jeune historienne qui vient de publier aux éditions Passé Composé Anne de France, gouverner au féminin à la Renaissance. Il s'agit d'Anne de Beaujeu, donc fille du roi Louis XI. Personnage historique bien oublié aujourd'hui. Les gens qui ont moins d'une cinquantaine d'années n'en ont certainement jamais entendu parler au cours de leur cursus scolaire, que ce soit dans le primaire et également dans l'enseignement secondaire. Donc c'est un livre qui vient tout à fait à point, d'autant que nous célébrons le 5e centenaire de la mort d'Anne de France, donc en cette année 2022. Ça a été l'occasion d'une exposition qui s'est tenue à Moulins, qui est terminée, je crois, maintenant, pendant tout l'été. Exposition tout à fait remarquable. Et mon invité, Aubrey David Chappy, était commissaire de l'exposition en question. Je vous signale d'ailleurs, outre le livre qu'elle a publié aux éditions Passé Composé, le catalogue de cette exposition publié par les éditions Faton et qui est un catalogue tout à fait remarquable et qui nous révèle des pans entiers de l'art de cette période à la charnière des 15e, 16e siècles. Alors, Aubrey David, pourquoi cet intérêt pour Anne de France? Je sais par ailleurs que vous avez soutenu une thèse, après avoir passé l'agrégation d'histoire, vous avez soutenu une thèse consacrée aux régentes, Anne de Beaujeu et Louise de Savoie, la mère de François Ier. Vous aviez donc toute la matière, à partir du travail scientifique qui avait été accompli à l'époque, pour réaliser un ouvrage destiné au grand public cultivé et révéler un peu qui était cette personnalité assez exceptionnelle de l'époque. Mais comment l'avez-vous vous-même découverte et pourquoi cet intérêt particulier pour cette période? Alors, finalement, comment l'ai-je découverte? Eh bien, au fil, je pense, de recherches dans les bibliothèques. Et en fait, je me suis d'abord intéressée à Louise de Savoie et ça m'a fait remonter, en fait, à Anne de France, puisque Louise de Savoie, c'est la première femme régente du royaume, mais avant elle, eh bien, il y en a une autre, une princesse, donc c'est Anne, qui pose tous les fondements de cette régence féminine qui va ensuite perdurer jusqu'au XVIIIe siècle, puisque finalement, on va avoir toute une succession de régentes jusque pratiquement Anne d'Autriche, c'est ça. Donc voilà comment je me suis intéressée à elle. Est-ce qu'on n'avait pas déjà eu une expérience de ce type avec Blanche de Castille? Alors, Blanche de Castille a... La mère de Saint-Louis. Oui, en effet, Blanche de Castille a exercé une sorte de régence, puisqu'elle n'a pas été officiellement régente. C'est ça, c'était pas quelque chose d'institutionnalisé, c'était une réalité de fait. C'était une réalité de fait, et d'ailleurs... elle sert de référence à Anne de France, à Louise de Savoie, même après à Catherine de Médicis, en tant que princesse qui a su bien gouverner le royaume en l'absence de son fils, puisque autrement, entre Anne de France finalement et Blanche de Castille, il n'y a qu'un seul exemple véritable de pouvoir au féminin, c'est Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière, la malheureuse, eh bien, on ne peut pas dire que ça soit un modèle particulièrement positif. N'a pas laissé un souvenir très, très positif dans la mémoire nationale, n'est-ce pas, cette Isabeau de Bavière, bien sûr. Et alors, là, vous vous êtes intéressé à une femme politique, en quelque sorte. Mais je sais qu'à l'origine, vous aviez, notamment avec Colette Beaune, travaillé plutôt dans le domaine de l'histoire religieuse. Oui. À propos d'une sainte
Une bienheureuse, Jeanne-Marie de Maillet, qui était une tourangelle, qui avait vécu à la charnière entre le XIVe et le début du XVe siècle. Donc on est un siècle avant Anne de France. Et une femme assez extraordinaire aussi, puisqu'en 80 ans de vie, elle avait eu des apparitions, elle avait lévité. C'était véritablement une personnalité hors du commun, mais plus au sens religieux. Et elle était elle-même issue d'une très grande famille, puisqu'elle avait du sang de France qui coulait dans ses veines. Voilà, donc finalement, on est sur des personnalités assez hors du commun, des personnalités parfois paradoxales. Voilà, et des personnalités bien oubliées aujourd'hui, et c'était le cas, c'est vrai aussi, d'Anne de Beaujeu, ou Anne de France, comme l'on voudra. Alors, qui est-elle cette femme? Quel a été son parcours, son histoire? Alors, pour recadrer un petit peu ce personnage, il faut d'abord rappeler qu'elle est née vers 1461, on ne sait pas trop, donc finalement, elle naît dans l'ombre. Son père, Louis XI, est encore dauphin. Il est en très mauvais termes avec Charles VII. Il est donc réfugié. Il est réfugié à Genappe, en actuelle Belgique, dans le Brabant. Et il est probable qu'Anne de France soit née à ce moment-là. Donc son père est Louis XI, sa mère est la reine Charlotte de Savoie. Et quelques mois après sa naissance, Louis XI accède au trône. Alors toute la famille repart en Val-de-Loire et Louis XI, prince rebelle. Voilà, prince rebelle. Charles VII, et elle aura affaire, elle aussi, à des princes rebelles. En effet. Et donc, toute la famille va aller s'établir en Val-de-Loire, entre Amboise, le Plessis-les-Tours, etc., que Louis XI apprécie énormément. Et jusqu'à environ 18-20 ans, finalement, elle ne quitte pas du tout, elle ne quitte que très peu cette région, puisqu'on sait que c'est en 1483, alors qu'elle a 22 ans, qu'elle fait sa première entrée officielle dans Paris. Donc vous voyez, elle est restée pendant une vingtaine d'années en Val-de-Loire. Elle a été mariée au sire de Beaujeu, Pierre de Beaujeu. C'est un cadet de la maison de Bourbon. Son père est le duc de Bourbon. Son frère aîné ensuite devient également le duc, donc un cadet, mais quand même d'une famille très possessionnée et très puissante. Voilà, d'où son nom de Dame de Beaujeu. Moi, j'ai préféré choisir le titre d'Anne de France parce qu'elle signe toujours de ce nom royal, Anne de France. C'est un nom qui dit son autorité politique, qui dit son lignage, qui évoque son lignage royal, et on ne peut pas faire mieux que d'être une fille de roi de France, et en plus une sœur de roi de France. Une sœur de roi de France, sœur du roi Charles VIII, qui est plus jeune qu'elle. C'est là qu'elle va être amenée à jouer un rôle politique important du fait de la jeunesse de son frère. C'est ça. Au moment où disparaît Louis XI. C'est ça. Louis XI disparaît en effet en 1483 et son fils n'a pas 14 ans. 14 ans, c'est l'âge de la majorité. Il a encore 13 ans, il est donc encore très jeune et il faut des gens pour le guider, pour le conduire dans son gouvernement. Et Louis XI a préparé cette situation, il a préparé cette succession qu'il souhaite paisible et relativement pacifique. Il a bien expliqué à son fils que surtout il ne fallait pas qu'il fasse comme lui, qu'il ne devait pas se rebeller, qu'il devait continuer à gouverner le royaume avec les mêmes conseillers, ce que lui n'avait pas fait. Oui, assurer une continuité. Voilà, assurer une continuité, une transition monarchique qui soit le plus pacifique possible. Et donc, il a mis à ses côtés Anne de France et Pierre de Beaujeu qui vont donc prendre les rênes du royaume. Cependant, les choses ne vont pas se passer comme Louis XI l'avait espéré. Il y a quelques turbulences. Voilà, il y a quelques turbulences et notamment on a le duc d'Orléans, premier prince du sang, c'est-à-dire qu'en fait, si Charles VIII meurt sans héritier, eh bien c'est Louis, le duc d'Orléans, qui devient roi à sa place. C'est un descendant du poète Charles d'Orléans et de Louis d'Orléans assassiné au début du XVe siècle, c'est ça? C'est ça. Et également le petit-fils de Valentine Visconti. De Valentine Visconti, la princesse milanaise. Et c'est le futur Louis XII. C'est ça. C'est le futur Louis XII. Voilà, et Louis d'Orléans considère qu'en tant que premier prince du sang, comme on dit, héritier présomptif de la couronne, la tutelle et même la régence doivent lui revenir. C'est ça. Voilà.
on va avoir une opposition telle, en fait, que le royaume n'a d'autre solution que de faire appel aux États généraux qui sont réunis au tout début de l'année 1484. Les députés des 3 ordres, en fait, sont réunis. Et Anne de France est déjà une femme très avisée, très prudente, donc elle a fait en sorte que ces personnages... C'est elle qui va conduire la manœuvre aux États généraux. C'est ça, elle fait en sorte que tout lui soit favorable, si bien qu'à la fin, en fait, on décrète qu'il n'y aura pas de régence, parce qu'elle serait forcément revenue au duc d'Orléans. Il est donc évincé du pouvoir. En revanche, la garde du jeune roi revient à sa sœur aînée, qui l'a toujours bien conduit et bien aidé. C'est donc Anne de France qui se retrouve à côté du souverain, et en fait... Être à côté du souverain, c'est aussi gouverner le royaume. Elle va pouvoir donc, à partir de ce moment-là, gouverner le royaume en dépit de la guerre qui va naître, puisque le duc d'Orléans n'est pas un prince qui se laisse abattre. La dissidence va prendre une forme de dissidence armée. Il va donc y avoir ce qu'on appelle la guerre folle. Il va même se faire aider de ducs étrangers, le duc de Bretagne, père d'Anne de Bretagne, le duc Maximilien d'Autriche également. Et donc on va avoir un royaume en guerre pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Oui. Voilà. Et finalement, Anne de France et son époux réussissent à rassembler autour d'eux une coalition de forces suffisante pour parvenir à l'emporter. C'est ça, notamment à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Les troupes royales sont victorieuses. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que Anne de France est la digne héritière de son père Louis XI, parce que petit à petit, elle a réussi à gagner les princes à sa cause, les uns après les autres. Elle est prudente, elle est avisée, parfois évidemment elle doit être un petit peu sournoise, mais c'est quelque chose de fréquent à cette époque. C'est l'époque du souverain sur le modèle de Machiavel. C'est vraiment, et c'est ça, et véritablement en fait, Machiavel, quand on voit ce que fait Anne de France au pouvoir, et que l'on lit Machiavel, en fait, on voit que c'est en totale adéquation. En fait, il ne fait que décrire ce qui se passe à son époque. C'est ça. Et alors cette souveraine, appelons-la ainsi pour la circonstance, quelle va être sa posture quand Charles VIII va se lancer dans l'aventure italienne en prétendant récupérer l'héritage de Naples? Alors, Anne de France est une femme qui, comme son père, n'aime pas la guerre. Le royaume sort à peine de cette guerre folle. Elle a rétabli, elle l'a redressé. L'autorité de l'État monarchique voilà, naissant. c'est ça. Elle travaille justement à renforcer ce pouvoir royal. Et en 1494, Charles VIII annonce qu'il va partir en Italie en personne. Alors, c'est quelque chose d'assez terrible de se dire que finalement le roi va quitter le royaume. C'est extrêmement dangereux. Il a un petit héritier, le petit Charles Orlan, qui a été peint par Jean Hay. Et ce petit enfant n'a qu'un an, 1 an ou 2. Il est donc très jeune. Il meurt en plus pendant que son père est en Italie. C'est quelque chose d'assez dramatique. Et Anne voit toute l'étendue finalement des risques qui se présentent, à la fois donc le risque pour le roi, pour la personne royale, donc le risque pour la couronne, un risque économique également, il faut bien le dire, puisqu'une guerre ça coûte très cher et que le royaume se relève à peine de ses déboires de la décennie 1480. Donc elle est opposée à cette guerre, son mari l'est tout autant, mais Charles VIII ne l'écoute plus, il a gagné en autonomie, véritablement il s'est émancipé et il est plus sous l'influence du duc d'Orléans, on en revient à lui. Toujours lui. Voilà, un prince guerrier, avide de bataille, de conquête, et toute la fleur de la noblesse française part en Italie en 1494. Pour récupérer l'héritage angevin, de Naples. C'est ça. Et le résultat de cette aventure, finalement, c'est rien du tout au bout du compte. Non, puisque finalement, au début, Charles VIII remporte quelques victoires à Naples, et puis les Français se conduisent assez mal. Ils sont, voilà, donc les Italiens après, se retournent contre eux. Il faut se replier comme on peut, et c'est le désastre de Fornoux. Voilà. Après cette aventure-là. C'est ça. Donc, Charles VIII s'est lancé là dans une affaire
qui ne s'est pas conclu positivement, mais il faut dire aussi qu'il avait derrière le rêve de faire du royaume de Naples une base de départ pour une énième croisade. Oui, mais ce qui est alors que l'époque n'y était plus. La puissance ottomane s'était déjà mise en place, donc la prudence d'Anne de France était en fait tout à fait justifiée. Elle bénéficie quand même de certains apports finalement de ces guerres, puisque alors maintenant on revient un petit peu sur le fait finalement que toute la Renaissance soit venue d'Italie. Il y a eu des échanges entre la France et l'Italie qui finalement tout n'est vient pas antérieur à cette oui. époque-là aussi, Voilà. Notamment à travers la transition avignonnaise. Voilà. Donc tout ne vient pas d'Italie. Cependant, eh bien, Charles VIII, quand il revient d'Italie, il ramène avec lui des artistes et aussi des artisans. Il écrit des lettres à Pierre de Beaujeu, devenu entre-temps duc de Bourbon, pour lui expliquer qu'il lui ramène ramène avec lui donc des artisans qui vont pouvoir faire de magnifiques peintures dans son château ducal à Moulins. Voilà. Et dans les contes d'Anne de France, on voit très clairement qu'elle fait travailler énormément d'Italiens qui sont aussi bien des jardiniers. Ça, c'est la retombée positive, si on veut, de l'aventure italienne. Oui. Alors ensuite, son frère Charles VIII va disparaître. Et puis à ce moment-là, c'est Louis XII qui succède. Et quelle est la situation à ce moment-là d'Anne de France? Alors en fait, très paradoxalement, cet ancien ennemi qui devient tout à fait roi ne se venge pas. Oui. Et il considère avec justesse qu'Anne de France est une femme incontournable. Incontournable par sa puissance, incontournable à mon avis aussi par son intelligence. Par exemple, quand il se remarie une dernière et troisième fois en 1514 dans l'espoir d'avoir un héritier, il fait venir une toute jeune fille d'Angleterre, une Marie Tudor, et c'est à Anne de France qu'il s'adresse pour lui enseigner tout l'art de la cour, de vivre à la cour à la française. Donc cet ennemi, c'est peut-être son ennemi politique, cependant il sait qu'il doit compter avec elle et puis il sait qu'il peut même s'en servir lorsqu'il le faut. Donc Anne de France n'est pas du tout évincée de la cour à la mort de son frère. Elle est à la tête d'un très puissant duché, donc le duché de Bourbonnais et d'Auvergne. Qu'elle développe, où elle entreprend de nombreuses réformes administratives. Par exemple, on a une réforme avant Villers-Cotterêts. 20 ans avant Villers-Cotterêts, elle prend la décision de faire, utiliser le français comme langue administrative. Voilà, c'est ça. Donc on est quand même très précurseur par rapport à François Ier. Elle y développe les arts. On a des musiciens, des peintres, donc Jean Hay, mais aussi des maîtres verriers. Enfin, on a toutes sortes d'artistes qui entretiennent une cour artistique tout à fait luxueuse et fastueuse, mais en même temps, elle reste aussi un personnage de premier plan avec lequel il faut compter. Et au niveau du royaume. Au niveau du royaume. Je pense que s'il y a véritablement une rupture, elle ne se situe pas au moment de l'arrivée sur le trône de Louis XII, mais plutôt de celle de François Ier, et probablement parce qu'en fait, là, on est entre deux femmes, et les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées. Louise de Savoie versus Anne de France, qui s'oppose à Anne de France, qui l'a pourtant élevée. C'est Anne de France qui a élevé Louise de Savoie, la mère de François Ier, à la cour de France. Mais à mon avis, Louise de Savoie prend véritablement sa revanche face à celle qui l'a élevée et qui a, pendant 20 ans, été bien plus puissante qu'elle et qui a toujours été une des premières femmes de la cour. Et à partir de ce moment-là, véritablement, Anne de France va devoir se mettre en retrait. Et Louise de Savoie, elle a aussi des ambitions territoriales, c'est-à-dire qu'elle voudrait mettre la main, au profit de son fils, sur le Bourbonnais. C'est ça. En fait, Louise de Savoie, tout le monde est cousin, neveu, etc. Louise de Savoie, c'est la nièce d'Anne de France. C'est surtout sa mère est une Bourbon. Et donc, finalement, les dernières années de la vie d'Anne de France sont assez tristes, puisqu'elle a édifié un duché de Bourbonnais qu'elle a voulu agrandir, renforcer. Et que se passe-t-il? Elle perd son mari, ensuite elle perd sa fille, qui meurt avant elle, son unique fille Suzanne qui meurt en plus sans héritier. Et Anne de France va tout faire. Et qui était mariée avec le connétable de Bourbon, que nous connaissons bien, n'est-ce pas, le traître, entre guillemets, condamné par Bayard, et celui qui va mettre Rome à sac en 1527. C'est ça. Et donc, en fait, Anne de France a
aurait voulu faire de son gendre son héritier. Et d'ailleurs, elle le fait. Mais Louise de Savoie, en tant que plus proche parente de Suzanne de Bourbon, comme elle le revendique, entreprend un procès qu'elle gagne de manière un petit peu inique, puisqu'il faut bien dire que finalement, il y a eu des grosses pressions royales sur le Parlement et sur les parlementaires. Et donc, en fait, elle gagne tout ce duché de Bourbonnais et d'Auvergne, toutes les possessions d'Anne de France. Et à la mort de Louise de Savoie, eh bien, le duché est intégré à la couronne de France et rattaché en 1531 à la couronne. Et alors, donc, la carrière, le parcours politique d'Anne de France se termine sur cet échec-là. Elle va mourir donc en 1522. Oui. Mais alors, derrière ce parcours, cette existence, je voudrais revenir sur certains aspects du personnage. Tout d'abord, cette femme politique, s'il en est, comment gère-t-elle son rapport à la politique? Quels sont ses modes d'action? Quels sont les réseaux sur lesquels elle peut s'appuyer? Alors, elle a diverses stratégies pour gouverner. Elle reste relativement en retrait, en fait. Il y a toujours une fiction qui est entretenue que c'est Charles VIII qui gouverne. Si bien qu'en fait, il est assez difficile de voir ce qu'elle a véritablement fait, puisqu'elle ne signe jamais les actes. C'est toujours Charles VIII qui va signer. Au contraire, par exemple, à l'inverse de Louise de Savoie, qui, elle, signe véritablement en tant que régente. Pendant la captivité de François Ier, après Pavie. Ou même même en 1515, pendant la première régence. Même pendant la première guerre d'Italie de François Ier, oui. Anne de France, elle, ne laisse rien entrevoir. Donc, aucune ordonnance royale n'est signée de sa main, mais on sait que c'est elle qui insuffle toute la politique de Charles VIII. Ça, c'est une première chose. Elle a, elle sait aussi, et ça, c'est Christine de Pisan, notamment l'écrivain italienne, qui a beaucoup influencé tous les princes et toutes les princesses. Personnage majeur à la charnière 14e, 15e, magnifiquement ressuscité par Madame Françoise Autran, grande historienne du Moyen-Âge que vous connaissez bien, je crois. Voilà, et donc cette Christine de Pisan explique qu'il faut savoir gouverner avec les conseils, qu'il faut savoir gouverner avec les gens du Parlement, avec les gens de l'université. Et Anne de France prend véritablement les corps intermédiaires. Anne de France prend véritablement tous ces conseils à la lettre. Et donc, on a des lettres d'elle au Parlement, une cinquantaine de lettres. Donc, c'est absolument énorme pour cette époque. Pour cette époque, on est très content de trouver 50 lettres d'une princesse. Donc elle gouverne avec ses corps intermédiaires. Elle gouverne aussi par la prudence, c'est-à-dire qu'elle essaye quand même d'avoir l'appui de la noblesse, mais elle sait que cette noblesse est extrêmement versatile. Et que donc il faut... Elle va le montrer jusqu'à la Fronde, jusqu'au milieu du XVIIe. C'est très fréquent en fait de voir un noble apparaître dans un traité de soutien, dans un traité d'alliance, et puis quelques mois plus tard, il est passé dans le camp opposé. Exercer son devoir de révolte, selon l'expression bien connue. D'Arlette Joannin. Donc ça elle le sait, donc elle se méfie comme son père le faisait en fait de la grande noblesse, mais elle sait quand même qu'elle doit compter avec elle. Et il y a quand même une famille sur laquelle elle s'appuie, c'est la maison de Bourbon. Cette maison de Bourbon compte notamment de nombreux bâtards, et en fait les bâtards, ce sont des gens sur lesquels on peut compter parce qu'ils vous sont redevables. Donc on a toujours des échanges, une relation de réciprocité. Elle donne des offices, elle donne aussi de l'argent, et en échange, elle reçoit la fidélité et le soutien. Voilà. Alors donc, une experte en matière de gestion politique des différentes forces en présence. Oui. Alors il y a une autre dimension du personnage qui est assez fascinante aussi, c'est son rôle de mécène. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, là, parce qu'elle fait venir des artistes italiens en France dans la foulée de l'expédition de Charles VIII. Quel est son bilan dans ce domaine? Parce que les châteaux de la Loire sont très familiers au grand public, l'école de Fontainebleau également. Mais là, nous sommes un temps avant. Un petit peu avant, oui. Quel est le bilan d'Anne de France sur ce terrain-là? Je ne sais pas si on peut dresser un bilan, c'est difficile, mais cela dit, je pense que c'est quelqu'un qui perçoit énormément l'intérêt des nouveautés, notamment en matière artistique. Par exemple,
elle fait construire une sorte de studiolo dans son palais ducal de Moulins. Et ce studiolo, avant d'en avoir de savoir qu'il y en avait un à Moulins... Qui est inspiré du studiolo d'Urbain. Eh bien, probablement d'Urbino, oui. Et ce studiolo marqueté ou lambrissé, serait le premier en France. Oui. C'est-à-dire, en fait, longtemps, on a cru que le premier, c'était celui du château de Blois. Et en fait, c'est probablement à Moulins qu'on a le premier exemple de cet art, de ce style de pièce venant d'Italie. Elle accueille aussi des artistes de très grand renom, alors aussi bien italiens finalement que du nord de l'Europe. Elle mêle à la fois l'art de la Renaissance italienne et l'art de la Renaissance flamande à Moulins. Voilà, c'est ça. C'est les deux principaux pôles artistiques du moment. Moulins est un peu au croisement des deux. Avec notamment la présence de Jean Hay, dont les œuvres magistrales ont été présentées à l'exposition. Jean Hay, donc le maître de autrefois dit le maître de Moulins, c'est ça. Le maître de Moulins. Voilà. Et donc dont les œuvres étaient présentes à l'exposition que vous avez organisée en tant que commissaire de la dite exposition à Moulins. Alors nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup Aubrey David Chapie pour vos réponses. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Anne de France, gouverner au féminin à la Renaissance, aux éditions Passé Composé. Et je vous signale également de nouveau le catalogue de l'exposition magnifique qui s'est tenue à Moulins et qui est publié aux éditions Faton. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Philippe et merci à votre invité Aubrey David Chapie, dont je rappelle le titre de l'ouvrage, Anne de France, paru aux éditions Passé Composé. Et continuons avec les livres et de bonnes idées de lecture. Paru chez Perrin, Kaobang, 1950, d'Yvan Cadeau. La défaite de Kaobang en 1950 au Tonkin a quasiment disparu de la mémoire collective. Pourtant, à l'époque, elle provoqua stupéfaction, désarroi et grande inquiétude du gouvernement. Yvan Cadeau, officier de l'armée de terre, docteur en histoire, spécialiste reconnu des guerres de Corée et d'Indochine, était l'homme de la situation pour nous raconter les tenants et les aboutissants de cette bataille. Il s'appuie sur tous les archives et témoignages disponibles, notamment des témoignages vietnamiens. Plus que la description détaillée des combats, l'intérêt principal de ce livre est de parfaitement contextualiser les engagements qui se déroulent sur la route coloniale numéro 4 en 1950, d'expliquer leur genèse, de présenter le jeu et le choix des différents personnages politiques et militaires impliqués dans ce drame. Les erreurs, les fautes des uns ou des autres sont décrites avec un souci d'objectivité marqué. Deuxième craquement important dans l'empire colonial français après la guerre du Rif, 1925-1926, le désastre de Kaobang, dont les dirigeants ne tireront malheureusement pas les bons enseignements, est annonciateur de déboires encore plus importants. On pense bien sûr à Dien Bien Phu, 4 ans plus tard. C'est un ouvrage au style précis, direct et riche. Voici maintenant un livre qui séduira les amateurs d'histoire militaire, écrit par une jeune femme, c'est encore moins courant. L'histoire du 40e régiment d'artillerie. Implanté à Suippes, dans la Marne, le 40e régiment d'artillerie est chargé des appuis-feux de la 2e brigade blindée. Ces 860 hommes et femmes mettent notamment en œuvre des blindés automoteurs équipés de canons de 155 mm, les désormais célèbres canons César. Des mortiers de 120 mm, des postes de tir antiaériens Mistral, etc. Créé en 1894, le 40e se couvre de gloire durant la Première Guerre mondiale. À nouveau engagé en 1940, il combat à 1 contre 1 dans la région de Lille et finit par succomber. Recréé en 1943 en Afrique du Nord, il participe victorieusement aux campagnes de la Libération. À partir de 1996, on le retrouve dans la plupart des opérations extérieures que mène la France. Aujourd'hui, ce beau livre vient raconter son histoire sous toutes ses facettes, sa composante humaine, ses matériels et ses traditions, les insignes et les tenues. Camille Vargas, jeune historienne de talent qui a écrit la plupart des textes, choisi les photos, dont beaucoup inédites, et préparé l'édition de ce livre, a indéniablement réussi sa mission. Ce superbe ouvrage, grand format, illustré par de très beaux clichés, est bien plus qu'un historique régimentaire. Il intéressera tous ceux qui ont à cœur de mieux connaître l'armée française. Vous le trouverez aux éditions Pierre de Taillac. Gengis Khan,
Ce nom qui fit trembler les peuples de la Chine jusqu'aux portes de Vienne au XIIIe siècle est l'objet d'une monographie qui s'étend jusqu'à ses descendants. Jack Weatherford, professeur d'anthropologie américain, est un spécialiste éminent de la Mongolie. Il a passé de nombreuses années à sillonner le pays afin de percer les mystères de la civilisation mongole et de Gengis Khan en particulier. Celui-ci, plus grand conquérant de tous les temps, a unifié sous sa coupe des territoires allant du Pacifique à l'océan Indien et jusqu'en Europe, soit à son apogée 30 millions de kilomètres carrés. Tout cela avec seulement 100 000 guerriers nomades. Nous rejoignons l'auteur, cet exploit défie l'imagination et met à l'épreuve la capacité des chercheurs à lui trouver une explication. Durant 5 décennies, de 1211 à 1261, Gengis Khan parvient à relier des civilisations jusque-là étrangères les unes aux autres, à les unifier par des liens diplomatiques, commerciaux et législatifs. Lorsqu'il meurt, à l'âge très avancé pour l'époque de 70 ans, ses descendants continuent son œuvre pendant 150 ans. L'auteur a accompli un travail considérable. Il décrit brillamment le génie politique et militaire de Gengis Khan, sa personnalité, ses modes d'action et montre ce qui subsiste encore aujourd'hui de son œuvre. Un livre très accessible et très savant à la fois, c'est notre coup de cœur de la semaine paru aux éditions Passé Composé. Et pour finir, 2 bandes dessinées. Le chirurgien de Dien Bien Phu aux éditions Delcourt. Indochine, 20 novembre 1953, 2 bataillons parachutistes français sautent sur Dien Bien Phu. Le jeune chirurgien Jacques Gindray rejoint ce camp retranché et y rencontre Pierre Schoendorfer du service cinématographique des armées. Déterminé, courageux, il va tenter de sauver autant de vies que possible dans des conditions sanitaires déplorables alors que les forces du Viet Minh approchent inexorablement. Le scénariste Jean-Pierre Pecot révèle le courage et l'abnégation des combattants malgré l'échec du plan de l'état-major. Par son dessin réaliste et précis, le Croate Vladimir Davydenko parvient à reproduire la jungle indo-chinoise, sa végétation luxuriante et ses pluies diluviennes. Autre bataille dramatique, celle de Roncevaux, avec les chroniques de Roncevaux. Après avoir soumis Aquitains, Lombards et Germains, Charlemagne reçoit un seigneur sarrasin qui lui demande son aide pour combattre le cruel émir de Cordoue. Charlemagne se rend en Espagne, mais ne parvient pas à conquérir Saragosse. Pendant ce temps, les Basques éliminent la garnison de Charlemagne à Pampelune. Pour se venger, le roi franc rase Pampelune. Mais les Basques décimeront à Roncevaux l'arrière-garde de l'armée commandée par le fidèle Roland. Le scénariste, dessinateur, coloriste Juan-Louis Landa, d'origine basque, montre la violence des conquêtes de Charlemagne. L'intrigue est bien menée, s'éloigne ainsi de l'idéal chevaleresque prôné par la chanson de Roland. Son superbe trait réaliste est particulièrement précis et dynamique. Cette bande dessinée est éditée aux éditions Glénat. Il est temps maintenant de retrouver Anne Sicard qui va nous faire découvrir un personnage pour le moins étonnant, Nadejda Dourova. À la semaine prochaine. Vous savez que j'aime aller chercher dans l'histoire celle de femmes qui sortent de l'ordinaire, qui se sont forgées volontairement ou involontairement dans les événements des destins exceptionnels. Aujourd'hui, nous allons nous projeter au XIXe siècle, en pleine guerre napoléonienne, non du côté français, mais du côté russe. En effet, je vais vous conter l'histoire de Nadejda Dourova, une jeune fille de bonne famille qui va s'enrôler dans la cavalerie russe et participer aux grands affrontements avec les armées de l'empereur des Français. Elle sera la première femme officier de la cavalerie russe. On connaît assez bien sa vie car elle a suivi ensuite une carrière d'écrivain qu'elle va commencer avec l'écriture de ses mémoires. La petite Nadejda est née le 17 septembre 1783 à Kiev. Elle est la fille aînée d'un capitaine de hussards, Dourov, et d'une jeune fille d'une famille de Dobro de la Petite Russie. Elle a une sœur et un frère. Les 6 premières années de son enfance se passent dans les garnisons que commande son père. La maman de Nadejda a un fort caractère, mais une personnalité fragile et peu maternelle. Le jour où, dans un accès de colère et d'impatience devant les pleurs de la petite fille, elle manque la tuer, le père de Nadejda décide de s'occuper lui-même de l'enfant. Enfin, il confie sa fille à un hussard de flanc-garde qui était à son service. La petite va désormais vivre comme les cavaliers en campagne. Nadejda est très complice avec son père et elle suit du haut de ses 6 ans avec attention tous les entraînements des cavaliers. Elle aime plus que tout monter à cheval, faire les exercices, défiler en ordre serré, jouer à camper,
Bref, elle absorbe de ses yeux d'enfant tout ce qui fera sa vie plus tard. Son papa, cavalier émérite, fait d'elle une cavalière exceptionnelle. De plus, Nadejda a un amour inconditionnel pour les animaux et en particulier pour les chevaux. On pourrait dire qu'elle a un don pour les mener et les comprendre. Quel dommage qu'elle soit une fille. Déjà, sa mère, enceinte, espérait un garçon et son père va l'élever comme tel. Quand, en 1789, Andrei Dourov demande à poursuivre sa carrière comme fonctionnaire civil pour une vie plus en accord avec son statut de père de famille, il obtient un poste de gouverneur dans un chef-lieu de district à Sarapoul, dans l'Oural, où il emmène toute sa famille. Commence alors pour Nadejda une vie à l'opposé de ce qu'elle a connu jusqu'à présent. La voilà désormais enfermée, habillée de dentelle, obligée de se tenir tranquille et d'apprendre la broderie. Autant dire que très rapidement, le caractère rebelle de la petite fille va mettre à mal les relations qu'elle a avec sa mère. Celle-ci ne peut pas contrôler l'énergie de sa fille qui saute et court à longueur de journée dans la maison. Dans ses mémoires, notre héroïne écrit « Je n'oubliais rien de ce que j'avais si bien appris à force d'être constamment en compagnie des hussards. Je courais et galopais dans la chambre en tous sens et je criais à plein poumon « Escadron, droite, garde à vous, en avant, marche !» Ce qui faisait rire tout le monde, sauf Madame Dourov. Nadejda échappe dès qu'elle le peut à la surveillance de sa mère et va courir par monts et par vaux. Déjà, elle pense à s'enfuir. Un jour, son père achète un étalon si peu dressé qu'il fait peur à tout le monde. La petite Nade ne cesse de l'apprivoiser en secret et à force de patience, l'étalon Alkide n'obéit plus qu'à elle. Elle le monte clandestinement la nuit, quand la maison est endormie. Après cette énième phrase qui est finalement découverte, on envoie la petite fille chez sa grand-mère en Ukraine. La vie devient plus douce pour elle. Elle est désormais âgée de 14 ans et on la laisse à peu près courir à son aise. Mais la vie en province, avec ses règles étriquées, lui pèse encore. À l'âge de 18 ans, elle pense comme beaucoup de jeunes filles à cette époque trouver dans le mariage une forme d'échappatoire et elle accepte la demande d'un jeune fonctionnaire. Elle a un enfant de lui, mais le mariage est un fiasco et Nadejda revient bientôt vivre avec son père. C'est un épisode de sa vie auquel elle ne fera plus jamais allusion et dont elle ne parle même pas dans ses mémoires. Elle passe désormais son temps à monter le cheval Alkide aux côtés de son père, qui lui a offert pour ses promenades, c'est important, un bel habit de cosaque, un tchekmen. Après cette expérience conjugale malheureuse, notre héroïne recommence à rêver de s'en aller et surtout à vivre enfin telle qu'elle a envie de vivre depuis toujours. Elle veut devenir soldat, elle veut devenir cavalier de l'armée du tsar. Et là, le hasard va la servir. En 1806, un régiment de Cosaques passe dans sa ville. C'est une occasion à ne pas manquer pour Nadejda. Elle a 23 ans, elle se coupe les cheveux, revêt la tenue que son père lui a offerte et se joint à la troupe. Personne ne se doute qu'elle est une femme. Il est vrai que Nadejda est très grande, elle est plutôt musclée et elle a un visage qui a été abîmé par la variole. Avec ses cheveux courts, elle donne le change. Elle est juste pour les autres. Alexandre Vassilievitch Sokolov, un très jeune garçon, excellent cavalier au demeurant, que sa famille voulait empêcher de s'engager pour servir le tsar et que le régiment cosaque accepte en son sein pour le protéger. L'aventure peut commencer. Très vite, Nadejda rejoint l'armée régulière du tsar où elle s'enrôle dans un régiment de Uhlans. La jeune recrue va être intégrée au régiment et on lui adjoint un vieux soldat qui va, je lui laisse la parole, m'apprendre à marcher au pas, à sabrer, tirer, manier la pique, sceller, desceller, battre et étriller mon cheval. Elle se lève à l'aube, fait tous les exercices, s'occupe des chevaux et ne trahit pas la moindre faiblesse, alors que malgré sa motivation, elle n'a tout de même pas la carrure ni la musculature de ses compagnons d'armes. Mais on trouve ce jeune homme plein d'esprit, il comprend vite, il fait au mieux et ne déroge jamais au service. Évidemment, plus d'une fois, il s'est heurté le crâne avec la pique en exécutant cette figure que Nadejda trouve, je la cite à nouveau, parfaitement inutile, qui consiste à la faire tournoyer au-dessus du crâne. Il est très intéressant de lire dans les mémoires de Nadejda Dourova que l'emploi du temps des soldats des troupes de cavalerie est consacré à 80% à la recherche de fourrage, d'un endroit pour dormir ou à la belle saison de prairies pour les chevaux. Dans ses écrits, on sent le froid et parfois la faim. L'intendance ne suit pas toujours. Mais notre jeune héroïne relate, mais ne se plaint jamais. Elle dit elle-même qu'elle n'est faite que pour ça.
J'aimais le métier des armes depuis le jour de ma naissance, que les exercices martiaux avaient été et resteraient mon unique passe-temps, que je considérais l'état militaire comme le plus noble de tous et le seul dans lequel il fut impossible de soupçonner aucun vice. Elle se plaint seulement de la lourdeur de son uniforme. Un sabre, une pique si pesante qu'elle me semble être une poutre. On m'a donné des épaulettes de laine, un casque à plumer et une bandoulière blanche avec une cartouchière remplie de munitions. Tout cela est fort propre, fort beau et fort lourd. Quant aux bottes, c'est au début un véritable calvaire de les porter. Et évidemment, il est arrivé qu'on soupçonna sa véritable identité. Souvent des femmes, par ailleurs, des hôtesses ou leurs servantes, qui s'amusaient en la plaisantant sur son sexe. Une fois, une tenancière d'auberge l'appelle Mademoiselle le Hulan. Elle proteste, mais l'essentiel est qu'elle arrive auprès des autres Hulans à donner le change. Elle s'est engagée en 1806. Au printemps 1807, elle participe à son premier combat dans le régiment Konopolski, à Gutstadt, aujourd'hui Dobre Miasto, en Pologne, contre les troupes du maréchal Ney. Ce sera une victoire russe. C'est son baptême du feu. Elle y sauve un officier russe, le lieutenant Panine, tombé à terre et encerclé par des dragons français. Elle charge seule, avec sa pique, et met en déroute les soldats. Bientôt, c'est la bataille d'Alsberg, une ville également en Pologne aujourd'hui. Cette fois-ci, les troupes de Bennigsen sont face à Napoléon lui-même. Les Russes sont battus. Puis, le 14 juin 1807, c'est la bataille de Friedland, encore en Prusse orientale, donc aujourd'hui en Pologne. L'armée de Napoléon va remporter une victoire décisive sur les armées russes. La moitié du régiment de Nadejda va tomber pendant cette terrible bataille. Plusieurs fois, nous avons donné la charge. Plusieurs fois, nous avons délogé l'ennemi. Et plus d'une fois, à notre tour, nous avons été forcés de battre en retraite. La mitraille pleuvait sur nous. Les boulets nous taillaient en pièces, tandis que le sifflement perçant et infernal des balles me laissait complètement assourdi. Pendant la retraite des troupes russes, Nadejda se retrouve isolée et sauve encore un blessé. Durant toute sa vie de militaire, on voit que l'empathie féminine survit sous l'uniforme martial. Après le traité de Tilsit, le 7 juillet 1807, l'armée russe se disperse et prend ses quartiers de campagne. Dans les mémoires de Nadejda, on lit le quotidien assez monotone des troupes encore. Recherche de nourriture pour hommes et chevaux, un toit pour les deux aussi. Évidemment, il arrive un jour où la véritable identité de Nadejda Dourova est découverte. Mais non pas par un hasard gênant de la vie de garnison, mais parce que sa famille a fini par lancer des recherches qui vont aboutir. Le tsar Alexandre Ier apprit l'existence de ce singulier Ulan et son comportement courageux. Il désire le rencontrer. Nadejda pense que c'est la fin de l'aventure pour elle. Elle se doute que depuis quelque temps, ses officiers en savent plus qu'ils ne disent. Mais le tsar lui déclare lors de leur rencontre: « J'ai entendu prétendre que vous n'étiez pas un homme. Est-ce vrai ?» Contre toute attente, il est séduit par le courage et la détermination de la jeune fille. Et devant l'unanimité des louanges de ses supérieurs, et pour finir devant ses supplications, il lui permet de continuer à le servir. Le souverain la nomme officier, lui décerne la croix de Saint-Georges comme récompense de sa bravoure. Une nouvelle vie commence alors pour Nadejda, qui a maintenant 25 ans. Officier, elle commande désormais des exercices et a des hommes sous sa responsabilité. La vie est un peu plus confortable et elle peut désormais prendre des congés pour retourner dans sa famille. En campagne, elle loge chez l'habitant et fréquente la haute société dans des bals et des fêtes de temps de paix. Les femmes des officiers qu'elle fréquente, à plaisir, l'appellent la hussarde, ce qui finit par la faire rire. Cela ne lui fait pas oublier le service. Elle deviendra officier d'ordonnance, estafette et prendra encore part à la campagne de 1812. Elle raconte comment elle passe parfois plus d'une journée sans descendre de cheval. Elle a appris, comme les autres, à dormir en selle. Mais, à son grand regret, elle voit les troupes russes se dérober à l'engagement contre les Français qui ont franchi la frontière. Elle écrit à ce sujet: « Les Français déploient tous leurs efforts pour nous rejoindre et nous livrer bataille, et nous déployons tous les nôtres pour fuir et ne point combattre. » Et encore, il est plaisant de voir à quelle allure nous entraînons l'ennemi trop crédule dans les profondeurs de nos forêts. Ou bien encore, les Français sont un ennemi digne de nous, noble et courageux. On sait comment cela finit pour la Grande Armée. Après la prise de Smolensk par les armées impériales, le 16 et 17 août 1812, c'est la terrible bataille de Borodino où Nadejda est blessée. Elle est blessée à la jambe par un boulet, heureusement en fin de course. Son régiment occupe la première ligne. Nadejda écrit: « J'ai manqué de venir sourde sous le rugissement sauvage et incessant des deux artilleries. Notre escadron est monté plusieurs fois à l'attaque. »
Elle est ensuite très vite attachée à l'état-major de Koutouzov, qui était curieux de la rencontrer, mais sa jambe ne se soigne pas, la fièvre gagne, elle est menacée d'être amputée. Il faut partir au repos sous peine de l'affreuse mutilation. En 1813, elle repart en régiment sur la route. Elle raconte que dans une auberge, la femme de l'aubergiste avait recueilli une fillette, une Française, seule survivante de sa famille, emmenée par son père, officier. Toute sa famille avait péri dans les bois et elle avait été sauvée par un cosaque qui avait eu pitié de son sort. Une des très tristes illustrations de la retraite de Russie. Finalement, en 1816, elle quitte l'armée pour s'occuper de son vieux père auquel elle voue une reconnaissance éternelle, pour l'avoir laissé vivre son rêve. Pour lui, elle renonce à l'uniforme. Il me faut dire adieu à tout, au glaive flamboyant et au bon destrier. Sous sa nouvelle vie, elle se distrait et met en forme ses carnets de voyage. Elle écrit ses mémoires, mais uniquement à destination de sa famille. C'était sans compter avec sa rencontre avec Pouchkine, le grand écrivain russe, qui, à la lecture des écrits de Nadejda, la convainc de les faire publier. Nadejda va alors entamer une carrière d'écrivain, ses mémoires ayant remporté vraiment un formidable succès. Elle est reçue désormais dans tous les salons de Saint-Pétersbourg. Le succès passé, elle s'installe chez son frère devenu gouverneur et elle meurt en 1866. Elle est bien évidemment enterrée avec les honneurs militaires.